Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que j'attendais de faire depuis longtemps puisque je vous emmène dans un format 24 heures avec, et cette fois-ci on va passer toute une journée avec Tarek. Je suis coincé, quelqu'un peut m'ouvrir là? Qui est entrepreneur Pas loin des 2 millions d'euros. et qui évolue dans une industrie dont on ne parle jamais. Trappe, t'avais des vers vivants, il y a des animaux dans les salles. Le loisir, le divertissement, les escape games, les action games, les virtual reality games. Il y a énormément d'entrepreneurs derrière. Tarek fait des millions d'euros chaque année. Tarek gère des dizaines de personnes. Je vous emmène avec moi pour toute cette journée. Je pense que vous allez kiffer. C'est parti. Ah, il m'a dit, c'est bizarre là, j'entends un bruit depuis ce matin là. Je suis coincé, putain! Qu'est-ce que Je suis coincé! Quelqu'un peut m'ouvrir là? Qu'est-ce que tu fous là toi? Ah, enfin! C'est toi qui fais tout ce barouf. J'ai été coincé. On va enfin pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti. Bienvenue chez Escape Hunt du coup. Merci. Bon, tu vas nous dire où est-ce qu'on est, tu vas nous faire visiter un peu tout ça. Avant tout, peut-être, présente-toi, parce que moi, je sais qui tu es, je sais pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, mais il faut que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es pour que les gens puissent avec savoir. plaisir. Je m'appelle Tarek Moutawakil, j'ai 37 ans, jeune papa, et je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 14 ans. J'ai pas commencé par le loisir tout de suite, j'ai commencé par du recrutement en ligne, donc rien à voir avec les escape games, les action games, tout ça. Et du coup, à Bordeaux, depuis 10 ans, avec mon associé, on a monté plusieurs business dans le loisir. Et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'on est là face à un type de business qu'on n'a pas l'habitude de voir, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Il y a très peu de gens, en tout cas dans mon entourage que je connais, qui possèdent des jeux de loisirs, de divertissement. Enfin, tu mettras les mots mieux que moi. Donc, je voulais absolument que tu nous fasses découvrir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est actuellement? Peut-être ce qu'on va faire pendant la journée, parce qu'on va en voir plusieurs des établissements. On a plusieurs, on en reparlera. Mais on est où maintenant? On est ici dans le tout premier escape game qu'on a monté. Donc on a commencé par l'escape game avec mon associé il y a 10 ans en testant le premier escape game qui s'était monté à Paris, qui était Intent à l'époque. Et on a importé ce concept-là qui était juste sur Paris, il y en avait un ou deux. Et on a décidé de venir à Bordeaux et on s'est associé avec la marque Escape Hunt, qui est une franchise mondiale. Et on a ouvert ici le premier Escape Hunt et le premier escape game du coup de Bordeaux, avec un local qui fait 560 mètres carrés que tu vois là tout autour de toi. Avec 8 salles de jeux qui sont les salles que tu vois là sur la gauche des panneaux. On a commencé avec ce premier établissement du coup en 2015 et après on a ouvert un deuxième Escape Hunt à Tourny en plein centre de Bordeaux. Là on est au niveau de la gare Saint-Jean. Ok, sympa. Ouais, donc ça c'est une franchise aussi, on en reparlera aussi du type de business, comment ça marche, mais du coup c'est aussi une franchise parce que tu peux créer ton escape game ou tu peux le Tu peux être franchisé. Donc au début, ne venant pas du monde du loisir, c'était dit pour aller vite, c'était un marché qui était naissant. On s'est dit faut pas louper le train, on n'a pas trop de compétences dans le loisir, donc on a choisi de prendre une franchise pour aller plus vite et se faire accompagner au début. Ok, hyper intéressant. Après, sur tout le programme de la journée, comme tu me demandais, donc du coup là, on va faire presque par ordre chronologique, mais tu as Escape Hunt, la partie Escape Game qu'on a commencé en premier avec nos associés. Ensuite, on a créé un centre de réalité virtuelle qui s'appelle Virtual Room qu'on aura visité. Et on a fait une troisième société qui s'appelle Rush, qui est un action game, qui est une espèce de fusion entre Fort Boyard et Ninja Warrior, qu'on ira tester, même on ira dans les salles et on verra si tu es compétitif ou pas. Ça marche, bah écoute, c'est parti, tu vas pouvoir nous faire visiter ce premier lieu qui m'a l'air sympa. Très bien. C'est dans l'une de nos premières salles qu'on a montée au tout début, alors qui maintenant est dans sa version, on va dire 6, 7, 8, parce qu'à la toute origine, tu sais, les escape games, il y avait beaucoup de cadenas et très peu de mécanismes, on va dire, électroniques. Donc c'était très basique, donc c'était assez facile en fait d'en construire, c'est pour ça que ça a popé de partout. Et aujourd'hui, la barrière à l'entrée, elle est quand même beaucoup plus élevée. T'en as joué des escape games, aujourd'hui, tu peux pas te permettre de lancer une salle avec juste 3 bouts de ficelle, un cadenas. Ouais, en fait, l'attente des gens est de plus en plus... Comme les critiques gastronomes, maintenant, il y a des critiques d'escape game et en fait, il y a des gens qui attendent un niveau très haut et du coup, tu peux plus te permettre pour 5 000 € d'ouvrir une salle. Nous, aujourd'hui, un standard de salle, c'est plus 30, 50 000 €, tu vois. Ah donc, et donc ça comprend la déco. Les mécanismes. T'as des travaux à faire aussi parce que ça, c'est un truc intéressant. Quand t'achètes un bâtiment comme ça, pour faire ça, bon, vous verrez les rendus, mais... Le plus simple, en gros, c'est de commencer sur une page blanche, quoi. C'est d'avoir un bon local brut de béton, rectangulaire, c'est un peu ce qu'il y avait ici. Et après, tu construis tes cloisonnements. Il y en a pour combien les travaux le budget global ici, c'était aux alentours des 200 000 €, mais c'était il y a 10 ans et c'était justement l'époque où les salles coûtaient pas cher. Là, si tu devais refaire ça avec un bâtiment comme ici, 8 salles de jeu, à mon avis, tu t'approches du million. Sans souci. Et ce qui coûte cher, c'est les mécanismes électriques et tout. C'est la production de mécanismes. Alors en soi, des mécanismes, ça va utiliser du 12 volts principalement, mais en fait, c'est le fait de construire le mécanisme en lui-même et surtout l'enrober avec quelque chose qui soit joli. Ok, j'ai plein d'autres questions, mais je vais peut-être te les poser dans une autre salle. Pas de souci. Si carrément, on va pouvoir aller voir. Je vous montre pas tout, comme ça, tu seras pas spoilé si je viens un jour. Si tu viens un jour tester l'une de nos salles. Alors là, autre ambiance.
On est sur un truc peut-être qui va te plaire, un lendemain de soirée. Okay. Ça va, t'as pas fait la fête hier? Non, bon. Ça va, c'est bon. Voilà, parce que tu aurais pu te retrouver dans une des salles comme ça. Ok. Donc on est chez Julien, un appart étudiant, donc du coup sur un lendemain de soirée. Et Julien et ses copains en fait ont pris des petites substances et puis malheureusement ils n'arrivent pas à sortir de l'appartement. Donc il va falloir trouver de quoi se remettre dans un état correct pour pouvoir sortir de la salle. Et donc tu vois, on a recréé un petit appartement. Cet espace, tu l'as créé plus facilement que celui d'Hypirate, je pense. Ah oui, voilà, là c'est plus facile, mais bon. Plus d'expérience. il faut quand même trouver 2-3 bricoles. Donc on a recréé, tu vois, un toilette, une douche qui est fonctionnelle. Tu vois, on a fait comme un petit appart étudiant. Tu vois, l'humour c'est peu présent dans les escape games. Ouais. Donc on a décidé aussi d'aller aussi sur ce. Et comment tu décides de la conception d'une salle en fait? Qui est impliqué? Est-ce qu'il y a un architecte d'intérieur? C'est peut-être une question débile ce que je te pose, mais... Alors, tu as le choix. En franchise, normalement, tu as genre un catalogue de jeux qui sont déjà conçus et on peut t'amener le jeu directement chez toi avec une équipe de décorateurs. Et nous, chez Escape Hunt, on aime bien garder la main, même si on est franchisé, on a ce côté indépendant. Avec mon associé, c'est la partie qu'on adore, la partie création. Ouais. Donc, je vais te résumer le truc. On prend 3 bières, on s'installe en terrasse, on réfléchit à une bonne idée. On se dit, sur le marché, tiens, pour celle-là, on s'est dit, il y a trop d'horreur. Est-ce qu'on peut pas faire un truc humour? Ok, humour, qu'est-ce qu'on aurait bien aimé avoir? Tiens, un lendemain de soirée, ça peut être sympa. Les contraintes de déco, tu vois, la salle elle est petite, c'est une des plus petites qu'on a, donc on a dit qu'est-ce qui peut être petit comme type de salle? Un appart étudiant, parfait, ça fit. Et comme ça t'avances, et après une fois qu'on a fait le scénario, là on se fait aider de professionnels. Donc on a quelqu'un qui peut nous faire un peu le design général de la salle. Okay. Et après on connaît suffisamment d'artisans maintenant pour soit faire quelques petites choses nous-mêmes, et après très rapidement on va aller chercher des artisans dans plein de corps de métier. Ouais. Et le plus dur à trouver, c'est les mécanismes. Okay. Parce que t'as pas une entreprise qui a pignon sur rue qui te dit salut, moi je suis constructeur d'escape games. C'est très rare. Et du coup en local on a fini par trouver plusieurs artisans qu'on a assemblés, et on va dire qu'on a créé notre propre team de constructeurs. C'est un peu le même mécanisme que quand tu fais ta maison ou ton appartement, tu le retapes quoi. Mais là par contre, il y a quand même toute la réflexion derrière, entre guillemets artistique, et avec le suspense et la gamification des trucs qu'il faut réfléchir. Et donc ça, c'est vous posez, vous réfléchissez à ça, vous vous inspirez de ce qui se fait sur le marché avec aux États-Unis, etc. Alors on s'est beaucoup inspiré, on est allé pas mal de fois. Alors c'est des voyages assez cool à faire de veille. On est allé au Japon, à Tokyo, parce que ça vient de là les escape games. Okay. Et là on a pris le plus grosse claque, c'était en Russie. On est allé à Moscou pendant 4-5 jours, on a fait que des escapes. Alors déjà les escapes ils sont ouverts jusqu'à 4h du mat. Oui, il faut les escapes pour de vrai. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils ont 0 norme de sécu. On a vu des trucs, tu soulevais des trappes, tu avais des vers vivants. Il y a des animaux dans les salles. Tu fais ça en France, c'est fermeture de l'établissement instantanée. Wow. Les boutons là qu'on a vus là de panique, alors là t'en as aucun. Donc, tu peux pas sortir, tu rentres dans des ascenseurs, s'il y a un feu, tu dis là en fait t'y restes quoi. Mais non. Donc très gros et surtout lourd parce qu'ils ont des salles immenses, tu sais, ils ont énormément de bâtiments friches, ils ont réinvesti beaucoup de bâtiments de l'URSS. T'as des salles sur des 100-200 mètres carrés. Ah, ça doit faire flipper en plus. Sachant que leur anglais est moyen, en termes de game master, tu dis si à un moment tu te gourres, tu sais pas ce qui va se passer quoi. Donc non, du coup beaucoup de veille là-bas. Et tu disais c'était intéressant sur la façon de construire un escape game, il y a pas mal de critères, tu vois, les joueurs se rendent pas compte mais il faut décider est-ce que les jeux vont être linéaires, est-ce que les jeux peuvent être parallélisés, est-ce que tu vois par exemple si on est que 2 dans la salle, est-ce qu'elle peut être jouable quand même à 5, donc est-ce qu'à 5 on va pas s'ennuyer versus quand on est 2. En fait il y a plein de paramètres à cocher et donc c'est ça. C'est comme quand tu crées un jeu de société, les gens ils se rendent pas compte, ils croient on joue au Monopoly, on joue au Monopoly, mais en fait il y a 50 000 variables qui sont réfléchies derrière. C'est ça. Et moi ce qui m'a toujours impressionné, parce que pour le coup pareil je suis un bon amateur d'escape game quand même, c'est la manière dont les règles du jeu sont capables de te mettre dans le jeu en fait. Et je trouve ça ouf de prendre assez de recul pour se dire je vais créer les règles du jeu et je vais me mettre dans la tête du mec qui va jouer. C'est ouf comme manière. T'as raison, et surtout qu'il faut prendre tous les cas de figure possibles quoi. Ouais, c'est ça. En plus des bourrins de la casse, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais tu vois, t'as chaque action, il faut se dire attends, lui je lui mets une borne d'arcade, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va me la soulever? Donc il faut l'attacher. Est-ce qu'il va des boutons, combien j'ai de boutons de secours? En fait, il y a tout un tas de trucs sur chaque mécanisme, chaque moment du jeu qu'il faut avoir anticipé quoi. Ouais, c'est ouf. Et en parlant de casse, t'as déjà eu de la casse énorme genre? Là par exemple là-dessous là, il y a quelqu'un qui a envoyé son pote la tête la première dans le placo. C'est un mauvais jet. Voilà, mais tu vois, typiquement, ça arrive. Après, maintenant, les gens respectent quand même globalement bien. C'est quand même très rare. Et après, c'est de la casse, mais qui arrive par usure. Que tu vois, quand un truc commence à bouger, toi, tu dis, est-ce que c'est pas un indice? Donc, le deuxième gars qui passe après, il fait bouger encore plus. Et à force de, le truc s'arrache, quoi. Donc, on peut pas vouloir non plus à tous les joueurs. Il y a forcément des choses, c'est de l'usure naturelle. On a d'autres salles, si tu veux, que je te montre une dernière petite ambiance à l'étage. Pourquoi pas. Donc là, je vais te montrer une salle un peu différente, puisque en bas, on a vu des salles qu'on avait montées
monté au tout début, c'était à l'époque sur le marché, c'était plutôt un format de 2 à 5 joueurs. Donc plutôt des salles entre 20 et 30 mètres carrés. Et après, nous, sur le marché bordelais, on a été dans les premiers à lancer un format de salle beaucoup plus grand. On avait de la demande. Donc là, on pourrait jouer de 6 à 8 joueurs dans la salle. Et là, on s'est inspiré d'une histoire vraie. Peut-être que tu connais, c'est le manoir de H.H. Holmes. C'est le premier serial killer américain qui a construit un hôtel et il a fait appel à 150 boîtes de construction différentes pour que personne n'ait le plan en tête exact de l'hôtel. Donc il était le seul à savoir les pièces secrètes, les salles par où on pouvait passer. Et on estime qu'il a tué entre 150 et 200 personnes. En fait, en faisant rentrer les gens dans un hôtel qui était classique, mais lui, en fait, il avait des trappes d'accès et en fait, il pouvait séquestrer les gens et puis les buter dans son hôtel, quoi. Oh, c'est une histoire vraie, ça. C'est une histoire vraie. Tu pourras checker sur Wikipédia, la fiche est folle. On s'était dit, putain, l'histoire, elle est incroyable. Elle est ouf, l'histoire. Voilà. Donc, modestement, on a essayé de construire. Je vais t'inviter dans l'hôtel. Maintenant que tu sais l'histoire, je sais pas si tu as envie de rentrer. Mais... Donc voilà, le fameux manoir. Et donc dans ce jeu-là, c'est assez cool parce que du coup, les joueurs, on va directement les mettre en condition de flip. Donc il y a un majordome qui va les accueillir, le majordome du fameux monsieur Holmes. Et en fait, on va les pousser de force dans les chambres et on va fermer direct derrière eux. Ouais, ça, et ils savent pas comment se débrouiller et le jeu démarre comme ça. Donc après, l'objectif pour eux, c'est de se retrouver après dans la partie salon. Et puis je vais vous montrer la partie un peu plus gore de notre cher ami Holmes. Venez dans l'ascenseur. Ah ouais, c'est grand quand même. Ouais, elle fait 80 mètres carrés. Et là, on a les magnifiques victimes de notre ami Holmes, tu vois. Donc voilà, on est sur un autre genre d'ambiance. Donc celui-là, un peu moins famille. Celui-là, il est interdit au moins de 16, mais il reste jouable et soft quand même. Et après, on a des salles interdites au moins de 18 ans où là, le curseur... Tu trouves ça où? Ça vient des États-Unis. C'est un site spécialisé qui fait tout ce qui est cadavre. Donc en plus, c'est ultra réaliste au toucher. Et ce qu'il faut, nous, c'est que vu que ça va être touché, il faut que ça aussi ça soit résistant. Tu vois, regarde là, ça c'est resté là pendant 5 ans. Ça a 5 ans, tu vois, ça n'a pas pris une ride. T'as aussi ce truc-là là, qui est magnifique. Regarde ça si c'est pas beau. Oh lolo. Bon voilà, donc faut pas venir quand même avec un petit mal d'estomac. Et ça coûte combien un cadavre comme ça? Alors ça coûte 2000 €. Il y a des trucs qui coûtent cher. Donc on est obligé, sur certains postes de dépenses, t'es obligé de monter haut dans les tours parce que si tu mettais des cadavres qui sont pourris, ça se verrait. Donc ceux qui sont un peu de moins bonne qualité, typiquement en astuce, tu les mets en hauteur, ils sont pas touchés, tu vois. Ça c'est des choses qu'on a acheté moins cher par exemple. Aujourd'hui, je pense que maintenant tu pourrais même avoir des choses qui sont faites en France par des artistes. Mais au début, on avait trouvé ce site-là qui fait de l'horreur. Aux États-Unis, ils sont super balèzes là-dessus. Tout ce qui est, ils équipent les fêtes foraines, les gros parcs d'attractions, ils ont beaucoup de boîtes qui font ça. C'est énorme. Ouais. Ça, tu vois, c'est un truc intéressant. Mais oui, c'est pas dispo sur Amazon, quoi. Ouais. Parce que oui. C'est voilà, et tout ce temps-là, c'est ce qui fait qu'une salle d'escape est longue et dure à produire et donc du coup ça coûte cher. C'est qu'en fait il y a tout ce travail aussi de recherche et de sourcing des objets, quoi. C'est énorme, hyper intéressant. Voilà, comme ça tu auras vu un peu différents types de salles, des salles familiales, des salles un peu plus humour et puis là une salle un peu plus dark. Puis un jour, si tu veux te faire peur, je t'ai dit tu vas jouer Massacre, notre autre escape hunt à Tourny. Je pense que tu te feras courser, tu vas kiffer. On ira avec Benoît. Si tu veux, je peux te montrer aussi la partie arrière, l'arrière boutique avec la partie gestion. Ouais, d'ailleurs j'aurais des questions sur la gestion, sur tout ça là-dedans. Allez, tu vois, on va pouvoir aller au backstage. Ah oui, ouais. Hop. Donc là, tu vois, tu as un post Game Master. Ok, ah ouais. Donc en gros, lui, il va avoir ici tablette pour gestion du son et des indices sonores avec un logiciel. Ici, un écran pour suivre aussi le timer parce qu'à chaque salle est timée. Ouais. Et donc du coup, tu vas pouvoir savoir où t'en es au niveau du temps des joueurs. Un écran ici sur lequel tu vas avoir en gros les caméras. Donc forcément, toutes les salles sont suivies. Donc tu as forcément à chaque fois un suivi caméra pour voir où en sont les joueurs. Et si les mécanismes de jeu ne fonctionnent pas à l'intérieur ou certains tu veux les déclencher, tu as toute une liste de boutons pour gérer l'ensemble des mécanismes. Voilà, si jamais il y a un souci. Donc certaines de nos salles, c'est full logiciel qui gère automatiquement la salle et sur d'autres c'est un système plus à l'ancienne où en gros c'est de l'électricité classique, donc du plus du moins, et tu peux ouvrir les trappes et les mécanismes si jamais il y a un souci. Donc même imaginons que t'es pas bon avec ton équipe et t'as du retard, si je veux te faire passer l'étape d'après, je peux quand même moi dans la salle tu peux manipuler le truc parce qu'il y en a qui finissent pas les jeux. C'est ça. On essaie toujours nous de maximiser le plaisir joueur, donc pour nous c'est d'essayer de les amener le plus loin possible sans forcément qu'ils voient qu'ils sont trop aidés, parce que ça te saoulerait si je t'appelle 10 fois, à la fin tu vas sortir, tu dis putain les gars on a été nuls, le mec en fait il nous a fait sortir exprès, tu vois. Donc l'idée c'est que ça soit le plus invisible possible. Et on se rend pas compte de toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Il y a combien de personnes qui travaillent ici par exemple dans cet escape game? Là on est, si jamais t'es un samedi, tu vas avoir 9 personnes sur site et il y a des shifts parce que du coup notre journée commence à 9-10 heures et on termine à minuit, donc on est en plus obligé de faire un shift d'équipe. Donc ça peut vite monter à 15-20 quoi. C'est beaucoup. Après t'as des postes CDI où on va avoir aussi un peu de fonction support, donc moi avec mon associé je pilote les différentes structures mais aussi au quotidien mon associé sur la partie commerciale, donc transversale sur toute
toutes les boîtes. Moi, plutôt la partie communication, marketing. Ok. Et après, on a des responsables de centre. Donc l'idée, c'est que nous, on soit plus physiquement dans les centres pour justement se détacher de l'opérationnel et pouvoir lancer plus clair sur autre chose. Ok. Et sur un samedi, une grosse journée, vous pouvez recevoir combien de personnes, combien d'équipes viennent jouer pour qu'on se rende compte un peu du volume que ça peut être entre 70 et 80 équipes. 80 équipes? Ouais, sur la journée, sur les 2 établissements. Ça fait combien de personnes ça? Ça fait 2-3 tu multiplies par 4 quoi, en moyenne, tu vois. Et sachant qu'on a en plus des salles 6-8, donc tu fais quasiment 100 à 120 groupes sur ton week-end. C'est énorme. Ouais. Et en termes du coup de chiffre d'affaires sur un gros samedi, c'est quoi? Alors je vais te le prendre au mois. En moyenne, nous on fait autour de 90 000 € de CA par mois sur la partie Escape Hunt. Juste avec cet établissement avec les deux. Donc là je compte Escape Hunt. Celui de la gare plus Tourny fait entre 1 100 000 et 1 200 000 annuel. Et en gros, ton week-end, c'est assez marrant parce que si tu prends samedi, dimanche, ça fait lundi, mardi, jeudi, vendredi en termes de chiffre d'affaires. Ok, donc tu pourrais, sur les 2 jours, tu fais le reste de ta semaine. Ok, ouais, donc c'est des jours cruciaux qu'il faut être le ouvert. samedi, faut pas le louper. Si tu as une coupure de courant ou tu as un souci, c'est déjà arrivé et que tu dois rembourser tout le monde, c'est catastrophe quoi. Parce que ton samedi, tu vas être quasiment full de 11h jusqu'à minuit quoi. Ok, ouais, c'est hyper cyclique. Et pendant les vacances scolaires, etc., tu notes des augmentations. Ouais, vacances scolaires, ça cartonne. Après, nous, on a la chance d'être positionné aussi B2B. Tu as vu le lobby, on y est allé tout à l'heure et on va retourner. On a aussi une salle de réunion. Donc, en gros, l'idée, c'est que notre début de semaine, on vive aussi grâce aux entreprises qui, elles, ne viendront pas le week-end. Donc, comme ça, les deux cibles, tu vois. Et les entreprises viennent pour faire des petits séminaires, des petites activités de... On leur fait le all-inclusive. Tu vois, si toi, tu avais une boîte, je sais pas, de 10 salariés, bah, tu te dis, bah, je fais 2 salles d'escape. Je loue la salle de réunion. Comme ça, on fait un petit temps d'équipe. Ok, sympa. Et en plus, je peux manger sur place. On a un petit traiteur, tu vois, ou prendre une bière, juste boire un petit coup après, quoi. Ok, hyper sympa. Bon, du coup, autre endroit, autre établissement, où est-ce qu'on est? Alors, Clément, là, on est chez Rush Action Game, qui est le dernier né de notre galaxie de loisirs là qu'on a monté, qui est un action game. Donc, comme son nom l'indique, on va être plus dans l'action par rapport à l'escape game, qui a un peu plus le côté réflexion. Et là, on va être sur un parcours de 10 salles. 10 salles dans lesquelles tu as 6 minutes par salle, et un peu à l'instar de Fort Boyard, tu dois faire le maximum de score dans chacune des salles. Ouais, donc c'est un truc un peu plus action, comme le nom l'indique. Un peu plus action et vraiment adresse sportive, mais du coup, c'est quand même globalement pour du 7 à 77 ans, tout le monde peut participer. Ok, ça marche. Allez, let's go, on est parti. Let's go. Allez. Donc c'est une autre ambiance, hein. On est plutôt sur quelque chose de moderne par rapport à Escape Hunt, plus tamisé avec les Chesterfield. Ce qui est pas mal de dire, c'est qu'on a essayé de construire un parcours qui serait le plus automatisé possible. C'est-à-dire que par rapport à un escape game où tu sais, tu as un game master qui va te suivre, parce que là, il y a besoin de personnes du coup. Voilà, là, le parcours peut se lancer seul. Donc imaginons, on est allé à l'accueil, on a dit qu'on allait jouer tous les deux, on a choisi notre nom d'équipe. La personne à l'accueil va mettre ça dans le logiciel, notre nom d'équipe et le fait qu'on est deux. Et le parcours va comprendre qu'on est deux, donc va adapter la difficulté pour 2 personnes. Ah ouais. Une fois que c'est fait, on vient juste ici, on a juste l'écran où on va avoir le briefing et la light ici va passer au vert et on va rentrer directement dans la première salle. Et ça, t'as pas besoin de gestion. Tu restes à l'accueil et puis tous les groupes s'enchaînent. Donc nous, dès qu'on aura passé la première salle tous les deux, bah du coup une autre équipe peut passer juste après nous au bout de 6 minutes dans la salle suivante. Ça enchaîne plus rapidement que dans un escape game classique et donc en termes de volume derrière ça. Exactement. On regarde un petit peu si tu es amateur de musique. On a la première salle. Alors je sais pas si tu es très bon en karaoké, mais ça y ressemble un peu. En gros, donc dans cette salle là, tu vas avoir donc toute une playlist qui va se lancer et à chaque fois que tu vas entendre un son, tu vas devoir aller buzzer le plus rapidement possible sur un des podiums par décennie. Donc si tu penses que Waka Waka de Shakira c'est année 2000 par exemple, tu vas aller vite jumper sur le podium et en appuyant dessus, la LED va passer au vert ou au rouge en fonction de ta réponse. Ok, ouais, tu tapes dessus. Ouais, tu peux y aller, c'est fait pour. Okay. Donc chaque salle, tu vois, a sa déco qui lui est propre et du coup l'objectif est à la fois mis à l'écrit sur le tableau des scores et donc en live, là sur l'écran où tu vois les 6 minutes, tu vas avoir le score qui va s'implanter en live et tu auras aussi la vision sur est-ce que tu es loin ou pas du record. Parce que tu as le record global, mais si tu es bon, tu peux aussi arriver à faire le record de chacune des salles. Ouais, le but c'est de faire un record, ok, d'accord. Ouais, donc c'est très compétitif. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore pire que l'escape game, je trouve, en termes de compétitivité. C'est encore plus addictif. Ouais. Et pareil, du coup, je voulais parler un peu des chiffres peut-être dans une autre salle, mais là ça me fait aller dessus, donc autant le faire maintenant. Ça coûte combien une partie chez Rush? C'est 26 € par tête pour l'heure de jeu complète. Ouais. C'est assez proche de ce que tu as dans l'escape game. Où l'escape game, tu es entre 25 et 30 €. C'est à peu près ça la fourchette de prix. Et du coup, vous arrivez à vous en sortir avec quoi comme volume de personnes? C'est pareil, c'est cyclique comme l'escape game? Ouais, c'est à peu près la même chose. Là, ici, juste, du coup, on a une capacité d'à peu près 35 personnes par heure. Ok. Puisque, comme je te disais, tu as des passages tous les 6-9 minutes. Et ici, on vise
vise 500 000 € de chiffre d'affaires sur notre vraie première année qui est l'année 2024. Là, on est dans les chiffres, on est dans la tendance. Et encore qu'on pourrait faire mieux parce qu'on est dans un quartier résidentiel, tu l'as vu quand on est arrivé. Ouais. On a une contrainte sur ce local, malheureusement, on n'en trouvait pas, mais on a dû l'accepter. C'est qu'on doit fermer à 21h. Donc, on prend pas de session après 21h. Or, un truc comme ça, comme l'Escape, tu pourrais très bien avoir du monde jusqu'à 22h, 22h30, voire 23h. Donc, ce local, il nous fait sous-exploiter. Et une ville comme Paris, avec un local comme ça, pourrait faire facilement 1 million de chiffre d'affaires parce qu'à Paris, tu serais rempli même en journée, quoi. Ouais. Et pour construire, bon, tu vas nous montrer les autres décors qui sont encore plus impressionnants que celui-là, du coup. Pour construire ce genre d'espace, ça coûte combien? Alors, à Bordeaux, on a ouvert pour exactement 218 000 € tout compris. Ça parle donc la partie accueil qu'on a vu ensemble, chacune des salles, la clim, les cloisons, les lecs, vraiment tout compris. Et nous, notre promesse, c'est pour un franchisé, c'est d'ouvrir entre 225 et 250 000 €. T'as un local qui est ouvert. Ok. Et en termes de rentabilité, c'est plus intéressant qu'un escape game Alors aujourd'hui, oui, parce que si tu fais le rapport investissement chiffre d'affaires, il est excellent et surtout ton point mort sera beaucoup plus bas ici parce que tu vas avoir des loyers un peu moins élevés parce qu'en surface là, on va être aux alentours de 300-350 mètres carrés. T'as vu à Escape Hunt, on a 200 mètres carrés de plus, donc forcément déjà le loyer ça monte et on a 3 fois plus de RH qui sont consommés dans un escape game que dans un établissement comme celui-ci en moyenne. Ok, voilà. D'accord. Donc déjà ton point mort, tu vois, tu vas avoir 3 fois moins de RH, ça plus le loyer, bon bah ça va vite. Ouais, ok. Là, question que je me pose depuis tout à l'heure, mais autant te la poser maintenant vu qu'on fait les chiffres. T'as combien d'établissements et c'est quoi la globalité du chiffre d'affaires que tu génères et la renta là-dessus? Tu vois, si tu peux juste pour que les gens ils comprennent à quel point c'est quelque chose qui peut être gros en termes de volume et surtout rentable aussi, tu nous le disais, les gens se rendent pas compte. Alors du coup, on a 2 escape games, un centre de réalité virtuelle qu'on va aller voir tout à l'heure, Virtual Room, et Rush. Donc physiquement sur Bordeaux, on a 4 établissements. Et en cumul, on va être pas loin des 2 millions € de CA. Et après, en marge, bah, du coup, il y a des différences entre Rush qui est la plus rentable et après Escape Hunt et Virtual Room, c'est à peu près similaire. On va être donc aux alentours de... Alors je vais parler en pourcentage résultat net, qui sera plus simple que EBITDA machin. En gros, la marge finale, elle est entre 10 à 15% pour la partie Escape Game et réalité virtuelle. Et ici, on est plutôt entre 40 et 50. Donc il y a un vrai différentiel. Plus il y a le potentiel de franchise derrière sur Rush par exemple. Ouais, parce que moi en fait mon point de comparaison quand même sur ce type de business, c'est la restauration, tu vois. Où je me dis en fait quelqu'un qui est intéressé pour lancer un business de restauration parce qu'il adore le contact humain, etc. Il va retrouver tout ça dans un business d'escape game ou d'action game avec une rentabilité supérieure parce que bah, en vérité la restauration c'est... Mais on se rend pas compte, tu vois. Donc c'est impressionnant quand même de faire 2 millions du coup à l'année sur ce genre de business avec une renta qui est aussi autour des 15% plus celui-ci en plus qui est... Celui-là il fait bien remonter la jauge et on espère avec le fait de créer un réseau de franchise que ça va nous permettre de grossir encore plus le gâteau. On partage un point commun par contre avec la restauration, c'est qu'on a une grosse difficulté au début, c'est la recherche de locaux. Donc ça, pour un resto, t'as beau faire la bouffe la plus gastronomique du monde, avoir tes process carrés, un bon chef, si ton local il est merdique et que t'as pas un bon emplacement, bah t'es mort. C'est pareil, t'as beau mettre le meilleur concept dans le meilleur local, si t'es pas bien placé, si t'as mal calibré l'emplacement et là où il y avait potentiellement tes clients, bah tu peux courir une catastrophe. Par contre, je pense que t'as raison, sur quelqu'un qui veut du contact, c'est peut-être quand même plus facile d'aller sur le monde du loisir. C'est ça. Parce que si tu connais pas les... Par exemple, moi qui reçois du monde depuis 10 ans, jamais j'irai sur la restauration. Je pense que je suis pas qualifié et que je pense qu'il faut avoir au moins une première expérience, tu vois, même à être commis, à être passé derrière les cuisines. Je me lancerai jamais dans un truc comme ça, tu vois. Je trouve ça plus compliqué et les marges sont moindres. T'as les restos qui font 15% de marge nette à la fin de l'année. Il y en a beaucoup. Il y en a dans le fast-food, etc. Mais c'est 1 sur 100, tu vois. Donc, puis t'as le problème humain, le recrutement. Puis c'est de la bouffe. La bouffe, il faut, c'est des trucs qui se consomment. C'est pas un espace que tu peux laisser. Là, tu peux fermer, partir en vacances. Là, c'est plus facile. T'es moins dépendant d'un chef, d'une compétence très compliquée. Alors, on a des responsables d'exploitation, mais ça se trouve quand même plus facilement, je pense, et des gens à fidéliser dans un univers comme ça, où il y a moins de contraintes de très tard la nuit, tu peux faire quand même des roulements. Donc, en vrai, le travail est pas trop pénible. Il y a juste peut-être un truc, c'est le recrutement du Game Master, mais cette question, tu la gardes pour après. Ça marche. Tu peux donner les 3 règles du commerce physique, comme l'a dit Benoît, qui est juste derrière. Alors, c'est très original, et surtout, retenez bien la 3, c'est emplacement, numéro 2, l'emplacement, et enfin, numéro 3, l'emplacement. Donc, peu importe le concept de fou, au final, c'est là où tu es placé pour que les gens puissent avoir une facilité d'accès. C'est ça. Alors après, au tout début, en 2015, petite anecdote sur Escape Hunt, on était à Bordeaux, il n'y avait pas d'escape game jusqu'à à peu près La Rochelle au nord, et au sud, il n'y en avait pas encore à Bayonne-Biarritz. On avait des gens qui venaient de La Rochelle, Angoulême, Limoges, un week-end pour spécifiquement jouer à un escape game. Ok, d'accord. Alors qu'aujourd'hui, tu en as 800 partout en France, et que le marché maintenant est saturé, et même dans des villages, où même moi, je viens de Périgueux, il y a 30 000 ou 50 000 habitants, il y a un escape game. Donc maintenant, chaque petite ville et petit village presque a son escape game ou son action game. Ok, intéressant. Allez, let's go, on va voir les autres. On va se baigner, on va aller dans la piscine, on va ressortir par ici et puis je te propose une petite baignade vu qu'on a un temps bordelais exceptionnel là, en ce moment.
Alors ouais, le but du jeu dans celle-ci, donc tu as vu, tu as des boules de couleurs différentes. Ouais. Et en fait, dans chacune des bouées, tu dois viser comme un panier de basket et les bouées vont s'illuminer d'une couleur spécifique. Donc tu marqueras des points que quand tu jettes la bonne couleur. Donc il y a des capteurs de présence et de couleur dans les bouées. Et donc pour marquer des points, quand on t'annonce du orange là-bas, il faut absolument viser là-bas. Et ça aurait été beau du premier coup. Essaye, regarde, tu vois, c'est pas si évident. Donc il y en a certaines qui sont plus hautes, forcément qui te donnent plus de points. Et quand tu es ici, c'est plus facile, tu vois. Putain, c'est pas évident. Mais c'est pas si simple. Allez, regarde, alors là, la belle démo. C'est quoi le but? C'est qu'il y ait un nul? Ouais. Ah ouais, tu vois, je suis quand même passé devant. Donc là, tu vois, j'ai validé, mais c'était pas bon. Parce que là, elle demande, tu vois, en fonction des couleurs, blanc, c'est-à-dire que tu peux jeter n'importe quoi dans la bouée. Allez, mets-en une quand même. Bah, j'ai mis, ça n'a pas compté. Regarde. Voilà, comme ça. J'ai de la chance là. Donc voilà pour la partie piscine, et bah, très appréciée par les enfants, hein, tu t'en doutes quand ils arrivent. Mais bon, on est des grands enfants. Moi, je rentre le date dedans, à chaque fois, je suis content d'y aller. Moi, ça m'a fait rire. Ça coûte combien une pièce comme ça à installer? Ça a l'air énorme comme installation en fait. Pas tant en fait, parce que l'idée, sur le marché de l'action game, tu as des mastodontes, il y a notamment Fort Boyard. La franchise officielle Fort Boyard a lancé son concept d'action game, mais c'est des centres qui coûtent entre 2 et 3 millions, et surtout qui sont très gourmands en surface. Il te faut presque 2000 m², c'est des complexes immenses. Et nous, notre pari, c'est d'être l'action game de centre-ville, et un action game qui te permet de rentrer sur des petites surfaces. Donc comme je te disais, entre 300 et 350 m². Et on a essayé de contenir aussi le prix de ton parcours parce qu'on voulait pas s'emballer dans les tours. Les gens restent 6 minutes par salle. Il y a forcément, tu pourrais mettre du carrelage par exemple partout. Là, on a fait le choix de mettre du vinyle. En fait, on a trouvé des manières intelligentes et peu chères pour quand même donner une belle atmosphère. Donc très vite aussi le travail sur les lumières. Et pour pas que ça coûte en fait un parcours, faudrait pas que ça coûte 300 ou 500 000 euros. Quoi. Donc on a essayé de contenir les coûts et de proposer un parcours quand même très fun et très cool à jouer. Hyper sympa. Tu veux qu'on aille voir une dernière petite salle, peut-être le basket? Allez. Je te sens chaud là. Vas-y. Donc tiens, regarde, en gros, dans celle-ci, tu as donc 3 paniers. Ça se voit pas derrière, mais on devine, tu as des scores qui sont annoncés. Et en fait, en aléatoire, on va te dire, bah tiens, ce panier-là, il vaut 8 points. Donc tu dois checker en permanence sur quel panneau tu vas marquer le plus de scores. Quoi. Ok. Et donc du coup, bah là-dessus, il y a quand même une équipe de basketteurs, je crois, qui est venue, ils ont explosé le record. Bah oui, j'imagine. Ils étaient 3, un par panier, donc là, bon bah, je pense que ce record-là ne sera jamais battu. Sauf si tu as à la limite les Harlem Globetrotters qui viennent une fois à Bordeaux, on sait pas, mais et qui te font des petits trucs. Donc voilà, on a été obligé de changer les choses. On parlait tout à l'heure des arceaux et on parlait de la triche parce que forcément il y a des petits malins, tu vois, qui jetaient la balle comme ça pour et là on l'entend, tu vois, ça marche pas. Parce qu'il y a des petits malins forcément à chaque fois qui dès que tu mets la notion de compétition, il y a des gens qui se mettent sur les épaules, ça c'est autorisé, mais le coup de hop, on se met en dessous, on l'a patché. Intéressant. Ouais, elle est bien cette salle aussi. Donc voilà, on montre pas forcément tout, mais on a à chaque fois plein de salles avec différentes ambiances. Ça c'était pour limiter le bruit parce que forcément tu vois, on est en zone avec des voisins, etc. Donc, vous avez pas mis des ballons. On n'a pas mis les vrais ballons et puis en soi au moins ça fait moins mal quand tu observes avec des enfants aussi. Tu te la prends dans le nez. Exactement. Ça y est, tu t'es rattrapé par rapport à la piscine. Il y a un petit poignet, il y a quelque chose. Ça. Si, il y a une dernière salle que je voulais te montrer, c'est la salle supermarché qu'on a refaite. Oui, okay. Je vais te montrer ça. Donc là, si tu as besoin de faire tes courses, je te conseille le Rush Supermarket. Donc salle qu'on vient juste de retaper. Donc il y a un rotor automatique qui vient de se lancer et donc du coup que tu dois esquiver. Donc en gros, il se met en mouvement et à chaque fois que tu le percutes, ça te fait diminuer tes points. Donc voilà, ça te fait pas arrêter le jeu, mais du coup tu dois te passer des aliments, les scanner au niveau des caisses enregistreuses et en même temps tu dois esquiver le rotor en même temps pendant la partie. Voilà. Tac, voilà, tu vois. Donc ça c'est à chaque fois tu vois des trucs de collaboration où sur l'écran on va te dire caisse numéro 1, il me faut de la viande rouge. Ah non, moi il me faut du pain. Et donc hop, tu t'envoies les trucs. Mais comment vous avez eu l'idée de ces trucs-là? Scanne le produit. Comment vous avez eu l'idée de ces jeux-là? C'est ouf comme. Bah, des fois, ça a été, on réfléchit en termes de qu'est-ce qui c'est cool à faire et qu'on fait dans la vie et on le transpose dans le jeu. Ou des fois, c'était juste, on est parti de l'univers. Par exemple, on s'est dit que la piscine, ça allait bien fonctionner parce qu'on a toujours tous rêvé d'avoir une grande piscine à bout. Donc, soit tu pars du jeu, soit tu pars plutôt de l'univers et tu trouves un jeu qui correspond à l'univers. Ok, intéressant. Voilà. Et donc, tu as ton score là. Et à la fin du jeu, on va te donner une feuille récapitulative qu'on t'envoie par mail où tu as ton score global et ton score salle par salle et tu peux te comparer au record de chacune des salles. Voilà. Hyper intéressant. Très beau décor. Merci. C'est good? Ouais, c'est bon. Ok les gars, donc là c'est ma salle préférée, la salle finale, la salle Picsou. Je vous propose un petit truc vu qu'on va bientôt manger. Si on fait tous les 3 5000 points, je vous paye à manger ce midi. Okay? 5000 points à 3. 5000 points à 3. Et je suis sympa, je vais vous aider, je vais pas mettre des bâtons dans les roues. Allez, c'est parti. C'est parti les gars. Allez. Let's go. Vous êtes prêts les gars? Commencez déjà à en mettre les gars. Commencez déjà à en mettre.
Ah ouais, putain. Putain, mais comment ils ont fait 17 000 les cons? T'imagines 17 000? Bravo les gars. Oh mec, Ouais, Bravo. t'as vu? j'ai tout donné. Bravo Mais les gars. comment Bon ils bah, font 17 000? avec 10 000 les gars, je vous fais entrée plat dessert. Hein. Bien joué les gars. C'est vraiment bien pour une première fois, 10 Ah, 000. 10 000 c'est bien. 10 000 c'est bien. Le record il est à 17 absolu, mais ils ont fait un truc de ouf. Et là 10 000 à 3 parce qu'on était que 3 aussi. Ils étaient combien à Ils 17? étaient 5. Donc déjà Attends, tu mais les gagnes, mecs, ils ont pris un balai ou quoi pour Bah faire les, du- ouais, je sais pas, il y en avait un qui devait, tu sais, récurer tous les coins, l'autre qui prenait un t-shirt, qui mettait dedans. Mais bien joué les gars. On va pouvoir se laver les mains et y aller. Bon, on a gagné un resto. C'est ça. Allez, Énorme. trouvé. Et bienvenue chez moi. Je t'emmène faire un petit tour de la maison, ton propriétaire, avec plaisir. On a un petit coin avec cuisine d'été, les petites fléchettes, Ah. le petit barbecue quand on veut Ouais, recevoir. petit barbecue qui va bien. Le petit bar derrière, un petit peu caché, avec les beaux vins bordelais. Hein, tant qu'à faire, on a, Ah on ouais, a un petit bar avec des petites sympa. étampes un peu sympas. Et puis du coup, bah, la piscine. piscine Bon là qui aujourd'hui, fait on va toute la pas. diff. J'espère que t'as pris ton maillot de bain, mais je pense pas qu'on va se. Ouais, non. Bah, Mes cela affaires de dit, paddle. elle est pas si froide, je pense. Ah ouais? Elle doit être à 22-23. Tu te Mais baignes souvent là? à partir de 20, ouais, quand il fait beau, Ouais, ça j'y doit vais, faire j'y vais plaisir, assez. franchement. Et toi, tu travailles souvent de la maison? Ouais, c'est un truc qui est bien maintenant qu'on a pu avec mon associé se détacher un peu des opérations. On travaille beaucoup mieux à la maison maintenant parce que forcément tu es moins pris par le jour à jour et puis les employés viennent moins te solliciter. Et comme ça t'oblige toi à les rendre plus autonomes. Et en fait, en vrai, eux ils kiffent, ils prennent plus de responsabilités. Et nous, notre plus-value, c'est pas d'être dans l'opérationnel. Game Master. Exactement. On l'a fait au début. On a fait des grosses semaines T'as de dû y passer, 90 c'est comme tout le heures. monde, je pense. Comme tout le monde, pour connaître le business, si tu l'as pas fait, Tu peux pas déléguer quelque chose que tu sais pas non, faire. sinon t'es pas légitime et tu vas droit au mur si tu Tu fais ça. comprends pas les erreurs de chacun, Exactement. etc. Et, mais si tu veux, je vais te montrer mon bureau là où je Ah ouais, passe vas-y. du coup beaucoup de temps sur toutes les affaires. Vu que c'est pas mal transverse, ça me permet d'être au calme, pouvoir avoir du temps où je suis pas trop dérangé. Et ta vie depuis que tu as eu ton enfant, enfin ta vie professionnelle, ça a beaucoup changé? Oui, dans le sens où j'organise mes journées différemment. Je vais commencer un peu plus tôt le matin et finir un peu plus tard le soir. Et comme ça, je garde toujours les moments avec mon fils. Et avec mon associé, on est passé à 4 jours et demi de travail par semaine au lieu de 5 jours. Ok. Et comme ça, j'ai une demi-journée avec ma femme et mon fils c'est tout le temps. énorme, Donc c'est bien. ça nous a obligés à nous réorganiser. Et puis en fait, au bout d'un moment, au début, tu es frustré en te disant que tu vas travailler moins. En vrai, tu travailles mieux. Donc en soi, je vois pas de différence. Ça te force entre, à être plus efficace. Exactement. Mais tu vois, moi, ça, je trouve ça d'autant plus inspirant que quelqu'un qui va parler des gros chiffres que tu fais, etc. Le fait d'être capable de se retirer du temps pour en passer avec sa famille et sur les choses qui sont vraiment importantes, je trouve ça d'autant plus... C'est surtout quelque chose qu'on essaye de surveiller. Tiens, on va rentrer comme ça vu qu'il pleut un peu. De surveiller avec mon associé, c'est qu'on peut très vite être envoyé dans une spirale vers l'avant en voulant toujours plus. Mais en fait, le problème, c'est que moi, là, mon fils, le voir marcher, si je le loupe, j'aurai pas de deuxième chance. C'est clair. À 50 ans, des business, on pourra en monter avec mon Je associé. suis assez d'accord. Donc on préfère être là dans l'instant. Le quand même avec comptable, nos il peut familles. attendre et... Il attendra. Ouais, c'est ça. On va aller vite fait à l'étage avant de manger si tu veux. George, I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats. To turn to a ghost, I need to know everything. Donc c'est mon bureau de télétravail. Voilà. Donc ma femme de temps en temps a du télétravail aussi. Depuis le Covid, elle bosse en banque et ils ont pu s'adapter aussi. Donc elle fait pas mal de home office. Et voilà. Et puis moi je passe beaucoup de temps ici, comme ça je suis au calme, je suis concentré, focus sur ce qu'il y a à faire. C'est bien d'avoir un espace de travail comme ça. En vrai. Ouais. Alors après, tu vois, de ce qu'on a fait la visite de tous les locaux, tu es quand même obligé de le faire. Tu vois, il faut quand même aller voir si ton navire va bien, si les process sont toujours bien en place. Et du coup, c'est bien parce que quand j'y vais un peu à l'improviste. Donc du coup, j'ai pas un jour fixe. Donc en fait, les employés savent toujours que je vais toujours passer aussi. Et donc du coup, et ça marche parce que la preuve, c'est tout le temps clean. Tu vois. Ouais, on est allé ce matin, j'ai pas vu de trucs qui m'ont sauté aux yeux en mode là c'est sale, là c'est truc. Tu vois. Ouais, c'est propre. Donc c'est bien. Ouais, mais il est sympa aussi l'espace de Ouais, travail. c'est pas mal. On peut faire une sieste éventuellement. Ouais. Prévu de Voilà. Bon, ben on va passer à table. Ouais, allez, Allez, let's go. prendre des forces avant le paddle. Important. Bon, du coup, là, on a commandé un petit poké, on essaye de manger correctement avant le paddle. Montre qu'on mange bien. Justement, à quel point c'est important pour toi, tout ce qui va être nutrition, hygiène de vie, sommeil, parce qu'on en entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat, moi le premier. Comment tu gères ça? C'est quoi tes petites habitudes, etc. Alors, je vais pas te dire que je me réveille à 5h du mat et que je fais des bains glacés, mais par contre, je fais vachement gaffe au sommeil, ou en tout cas, j'essaye, parce qu'avec l'arrivée d'un petit, on en parlait tout à l'heure, le sommeil est limité, donc j'essaye de freiner les écrans le soir, chose que je faisais pas avant. J'essaie de me coucher assez tôt pour faire des temps de travail le matin. J'ai compris et arrivé à voir qu'en fait, j'avais une bonne période de boulot où j'étais très productif le matin et je pensais pas. Je pensais que j'étais quelqu'un du soir et du coup, à force de faire des tests, j'ai compris que le matin, si je faisais du 7h jusqu'à midi, j'envoyais quasiment ma journée, quoi. Donc avec mon associé, il a découvert ça en même temps que moi. Donc ça veut dire qu'on était câblés à peu près pareil. Et du coup, après, quand mon fils, je le récupère entre 17h et 18h, du coup, je vais avoir du temps pour lui et ça me fait une pause et je réempile un peu après le soir. Tu bosses quand même le soir. Vite fait, mais par exemple, les mails, les trucs un peu plus faciles
facile à gérer, on va dire, où tu peux écouter de la musique ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça, c'était hygiène de vie. Et après, par rapport à ce que tu manges, peut-être. Pour la bouffe, on fait juste un peu gaffe à pas manger beaucoup de viande, sans être végétarien. Mon frère y est arrivé, ça fait 10 ans qu'il l'est et il tient. Puis en fait, il a pas de carence. Il y a juste un truc, je crois qu'il y a c'est la B quelque chose, il y a une vitamine, exactement, qui est à prendre en complément. Nous, on va dire qu'on fait attention et qu'on fait pas 3 steaks par jour. Ouais, t'es pas non plus à cheval sur la bouffe, non. Tu fais gaffe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on cuisine vachement plus à la maison. Et ça, grosse dédicace à ma femme qui fait tous les plats de mon fils maison. Et du coup, ça, on rentre dans une démarche de faire vachement plus attention. Et donc, du coup, si on fait bien à manger pour notre fils, on fait encore mieux à manger pour nous. Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est un cercle vertueux où on mange de mieux en mieux, quoi. Mais t'as le sport aussi après pour compenser, mais ça, on en parlera après. Bon, nous, on va se régaler, on se retrouve au paddle. Tu veux faire une prédiction pour le score du match? Vas-y. 6-0, 6-0. Moi je pense qu'on va prendre 6-2, 6-4. Très présomptueux de notre part, mais. Paddle fini, je te laisse annoncer le score quand même. Alors, victoire très serrée. Premier set 6-2, il me semble. Et victoire 7-6 au deuxième set, ça a accroché. Ouais, deuxième set, on s'est réveillé, mais il y a des lacunes techniques qui font que malheureusement. Mais on a bien couru, ça a bien défendu et ça court sévère malgré le peu de paddle qu'il a dans les pattes, ça a été du bon paddle. Heureusement que je peux compenser en courant parce que techniquement c'est compliqué. J'avais une petite question déjà par rapport au paddle. Pourquoi tu fais du paddle maintenant? Et pour la deuxième partie de la question, c'est quoi l'importance du sport pour toi? Est-ce que tu fais souvent du sport? Combien de fois par semaine, etc. Ok. Je fais du paddle car c'est un bon sport pour moi pour le pratiquer surtout en journée. Maintenant que j'ai un petit, je faisais du foot avant comme toi. Alors moins bon niveau, mais on faisait souvent le soir et je préférais me concentrer sur quelque chose que je pourrais faire en journée. Et j'arrive à faire un rythme maintenant de 3, voire même des fois presque 4 paddles par semaine. Donc je progresse bien et c'est, je trouve, une bonne activité à la fois cardio. Tu l'as vu quand même, on a pas mal couru. Et je trouve ça très ludique par rapport aux d'autres sports de raquettes comme le tennis. C'est accessible. Exactement. Donc avec un petit niveau, tu commences déjà à prendre beaucoup de plaisir et en montant, le plaisir continue et là. Donc c'est très addictif, je trouve. Donc, Et ça a toujours été important pour toi le sport. Pourquoi tu continues le sport? Pour toi personnellement, pour couper un peu aussi avec le travail? Je me posais la question. Ouais, surtout pour avoir une bonne forme physique. Je me sens bien quand je suis comme ça. C'est pas que esthétique, c'est vraiment se sentir bien dans la tête. Et après, en soi, je pense que dans ma journée, ça me fait du bien d'avoir un micro break, tu vois, et de pouvoir relâcher. Tu vois, c'est des sports où tu as vu, on tape pas mal, donc de temps en temps, tu peux quand même un peu libérer. Et après, la reprise de travail est très facilitée, je trouve. Ça marche. Faites du sport. Faites du sport. Et est-ce que tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on va aller? Dernier endroit pour finir cette journée. Alors après un peu de sport, on va retourner sur un autre sport, mais c'est différent, c'est avec des casques de réalité virtuelle. Donc avec Clément, on va un peu moins bouger, mais on va essayer de lui mettre un petit casque de réalité virtuelle pour lui montrer ce qu'on a. Et donc ça s'appelle Virtual Room. Ok. Et c'est juste à quelques minutes d'ici. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Ah ouais, super mur, hein. Bienvenue chez Virtual Room. Ok. Du coup, c'est la dernière étape là du périple des différentes salles qu'on a sur Bordeaux. Celle-là, elle a été ouverte en 2018 et du coup là, tu es dans un centre de réalité virtuelle collaborative. Donc versus des salles où ça va être plus style des laser games en casque de réalité virtuelle, tu sais, avec des guns pour shooter des zombies, etc. Nous, on est sur un escape game, mais avec des casques de réalité virtuelle. Donc tu vas jouer en équipe et en collaboratif. Ouais, c'est la version 2.0 de l'escape game. De ce matin, quoi. C'est ça. Je vais te montrer, on va passer devant l'accueil si tu veux venir avec moi, comme ça je vais te montrer un petit peu les différents thèmes de jeu qu'on a. C'est sympa. Donc ici, on s'est associé avec la franchise Virtual Room, donc ceux qui ont créé le concept. Ouais, ce que j'allais te demander en fait, c'est là vous êtes franchisé. On est franchisé associé. Okay. Donc c'est un peu les deux. Donc on a 50% avec mon associé ici et les autres 50%, c'est la société Univers qui a créé Virtual Room, donc la marque, et qui a créé surtout le studio qui est à Paris, qui crée les jeux. La petite particularité par rapport à pas mal de salles, nous les jeux qui sont du catalogue qu'on fait jouer ici, ils sont développés en interne. Ah donc c'est pas des jeux que d'autres peuvent avoir. Tu trouveras pas ça ailleurs. Nous, nos contenus ils sont exclusifs. Et quand tu as un centre de VR qui peut ouvrir un petit truc, il va sûrement prendre le catalogue Ubisoft, ou il va prendre, tu vois, des choses déjà existantes qui vont lui prendre une commission. Nous, c'est nos propres jeux qu'on diffuse dans notre propre réseau. Donc je vais te montrer justement les différents jeux. Et bonjour à l'équipe, au passage. On a du coup 2 premiers jeux qui ont été lancés au début à un an d'intervalle. Donc 2 jeux qui sont des voyages dans le temps. On va du coup être projeté dans un des jeux. On va mettre les casques tous les 3 tout à l'heure pendant 5 minutes pour faire un des thèmes. Donc tu es propulsé de monde en monde. Pour le jeu numéro 3 qu'on
a Are We Dead, c'est un jeu zombie, mais au lieu d'être un chasseur de zombies, on a retourné le truc, tu es un zombie. Il est à la fois sympa et un peu gore, mais aussi humoristique. Et après, on a le 4e jeu qu'on a au catalogue qui est Prestart, qui plaira aux fans des années 80-90. Tu es aspiré dans une borne d'arcade et tu vas jouer en collaboratif des jeux style borne d'arcade de ces années-là. Exactement. Ok, trop marrant. Et la petite nouveauté, c'est dommage à une semaine près, là j'aurais pu avoir peut-être quelque chose, un petit bout, quelque chose à te faire tester. On a Astérix, la licence officielle, donc qui va arriver en septembre. On va pouvoir incarner des valeureux Gaulois contre nos fameux Romains. On l'a testé à Paris là, lors du séminaire Virtual Room et ça promet, je pense que ça va être vraiment un banger. Il va être très cool à faire et je t'inviterai, tu viendras avec la plaisir. prochaine fois. Astérix toujours, faire des trucs Astérix. Je te montre comment ça se passe dans les salles de jeu, peut-être pour déjà que tu puisses visualiser. Ouais, visualiser à quoi ça ressemble. Ouais. Alors, ici. Hop, l'autre gauche. L'autre gauche. Donc là, déjà, tu vois, petit mur de manette. Donc à chaque fois, chaque salle de jeu va être divisée en 4, en 3 ou en 2 en fonction du nombre de personnes que tu vas faire jouer dans la partie. Ouais. Chaque casque, tu le vois en haut, là, est relié avec des gros PC qui font tourner donc du coup les casques. Donc c'est une grosse architecture. Ah ouais, ça c'est pareil en termes techniques, ça doit être c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. C'est dur à l'install. Après, une fois que ça roule et que c'est paramétré, c'est ok. Mais il y a quand même un gros investissement de départ puisque du coup, on a ici 27 cabines, 27 PC, le double de manettes, des casques à chaque fois équipés. C'est des gros PC. Ça, ouais, c'est une machine assez correcte. On a pris du bon matos. T'as quoi t'as des ordres de grandeur de ce qu'il faut investir pour ouvrir un local comme ça? Alors ici, je peux te donner en toute transparence, pareil, le chiffre, c'était 500 000 €. Ouais, c'est solide quand même. Après, c'est l'un des plus gros de France en réalité virtuelle collaborative. Après, tu peux faire plus petit, mais rien que tout ce qui est matériel. Et là, on est parti d'une chape brute de béton. Il a fallu donc amener le système de clim, l'éclairage. Ouais, là, tu comptes tout. Là, c'est vraiment tout compris, quoi. Et encore, du coup, c'est sans le coût du studio, parce que si toi, tu voulais faire ça tout seul dans ton coin, il faudrait aussi que tu recrutes des développeurs. À Paris, tu vois, on a le studio qui est hors ce coût-là d'ouvrir à Bordeaux. En gros, le fait de vous être attaché à Virtual Room, ça vous a permis d'économiser tout ça, parce que ça, c'est une galère aussi. Tu as 15 développeurs à temps complet. Un jeu là qui est au catalogue, c'est quasiment 1 an de développement. Donc avec 15 développeurs, tu vois, je te laisse faire les calculs, mais en plus on paye assez correctement les développeurs de ce genre de techno. Donc ça, c'est vite un prix. Je te montre une des salles pour te checker. Voilà, donc là on est à l'intérieur d'une des fameuses cabines de jeu. Donc tu vois, dans chacune des cabines, hop, tu as un casque à disposition, plus tes 2 manettes. Et donc toi, personnellement, dans ton équipe, tu vas être relié avec les autres, mais toi, personnellement, tu vas avoir ici une petite phase de périmétrée là, de 9 mètres carrés sur laquelle tu vas évoluer. Et à l'intérieur de ton casque, quand tu vas t'approcher des murs, tu auras un système de grille qui va te permettre de te repérer dans l'espace et de ne pas te cogner sans cesse. Voilà. On va pouvoir les mettre après sur la tête tous les 3 et puis je vais t'envoyer, toi j'ai l'impression que tu es un cow-boy, que tu as été aux US. Ça dégaine, moi. Voilà, ça dégaine, on va faire un petit jeu western là, dans quelques instants. Allez, ça marche? C'est parti. On vient de finir la partie, c'était très marrant. Merci de nous avoir fait participer à gros tireur d'élite. Tac, ça dégaine. Et voilà, c'est Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Mais c'était très sympa. J'ai l'impression que tu as une volonté d'investir un peu je sais pas une volonté, tu as investi un peu dans le 2.0 de l'escape game. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est le futur? Est-ce que c'est plus rentable? Quelle est la raison en fait pour ton investissement dans Virtual Room? Alors déjà, on voulait avec notre associé être diversifié. Tu vois, on voudrait pas faire peut-être l'erreur qu'ont fait certains bowling. Alors il y a encore des bowling aujourd'hui, mais ils n'ont pas vu venir justement le fait qu'il allait avoir un gros renouvellement dans le marché du loisir. Te rappelle-toi à l'époque, tu avais laser game, bowling et cinéma. Et ça a duré 40 ans. Et aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du loisir. Les gens, ils ont toujours besoin de se divertir. Je pense encore plus après le confinement. C'est clair. Et du coup, on veut pas louper les opportunités. Alors ça veut pas dire qu'on ira n'importe où. Tu vois, j'ai vu passer, peut-être que tu as vu des Fury Room, des endroits où les gens ils cassent des assiettes. Donc il y a des choses, mais il y a des choses qui vont pas être pérennes. Tu vois, on se jette pas sur le premier truc qu'on voit en loisir. Mais la réalité virtuelle, vu que c'est un équipement assez cher, pas trop démocratisé, que tu peux rarement avoir chez toi et pas 4 personnes encore moins, on pensait que ça allait marcher et ça marche bien. Ça a mis un peu plus de temps que l'escape game parce qu'il y a encore la réticence, tu vois, de mettre un casque. Les gens ils disent que c'est jeu vidéo. Tu vois, Benoît, là, ton associé, commençait à me parler de jeux vidéo. On doit lutter contre ça parce que sinon les gens, Madame Michu, 50 ans, ils vont se dire soit je joue chez moi et je suis un jeune et j'ai pas besoin d'aller là-dessus, ou au contraire quelqu'un de plus âgé va se dire jeux vidéo, vous m'oubliez, c'est pas du tout pour moi je suis nul. Donc on doit lutter contre ce côté-là. Ouais, donc toi tu penses que en ayant un établissement comme ça, tu prends un peu le parti de la nouvelle vague avec tout ce qui va être digital, réalité virtuelle. Je pense qu'il va y avoir un peu d'intelligence artificielle qui va s'ajouter là-dedans. Donc on s'est dit il faut surfer la vague et en plus nos établissements se complètent. Donc grosso modo, si toi tu as aimé venir à Rush qu'on a fait ce matin, tu fais de la recommandation. Bien sûr, tu vas te dire moi je sais que tu aimes bien en gros t'amuser. Donc après tu vas pouvoir aller sur Virtual Room, tu vas pouvoir aller sur Escape Hunt, tu vas finalement aller d'établissement en établissement. Ouais. Et en termes de coût et même à supporter cette structure là Virtual Room, c'est plus cher ou c'est équivalent qu'un Escape
game? C'est à peu près pareil comme un escape game parce que tu as vu quand on était en partie, il y avait quelqu'un qui nous surveillait. Ouais, donc c'est à peu près les mêmes coups. Il y a vraiment que Rush qui est dans une case à part parce qu'il y a le côté automatisation. Okay. Sinon, c'est les mêmes contraintes d'humains, des grands locaux. Donc souvent, l'erreur qu'ont fait les gens quand il y a eu le raz-de-marée là sur l'escape game, c'est qu'ils se sont tous lancés en mode c'est l'Eldorado, mais ils ont oublié que c'est des business avec des grosses charges fixes. Ouais, et du coup, pendant le Covid, on a souffert parce qu'il y a des locaux, tu as des ressources humaines, tu as des prêts. Voilà, c'est pas si facile que ça à lancer en vrai. Ouais, c'est ce que je me demandais par rapport à ça. Et on en discutait tout à l'heure avec Mathéo derrière la caméra sur les difficultés que tu as parce que tu as quand même plusieurs établissements avec des coûts fixes qui sont élevés. Tu parlais du loyer tout à l'heure. Je sais pas si tu peux le dire le montant. Ici, on est à 10 000 € par exemple. Voilà, donc, un mois où tu fais moins bien, tu commences le mois avec toutes les charges, tu montes vite. Plus tu as des équipes, etc. Tu nous disais que tu fais 2 millions de chiffre d'affaires. Je pense bien plus d'1,5 million de charges qui est adossé à tout ça. Tu le vis comment toi? On a vu que tu jouais au paddle. En tant que chef d'entreprise et en tant que personne, comment tu gères toutes ces responsabilités-là? Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure dans la voiture. Chaque mois, tu dois te dire putain, si je rentre pas assez de sous, il va falloir que je mette la clé sous la porte parce que j'ai des charges fixes à payer. Déjà, pour pas être au four au moulin, pendant très longtemps avec mon associé, le problème c'est qu'on était pompiers. Donc juste notre rôle, c'était en fait de venir sur toutes les boîtes éteindre les feux. Et ça, c'est pas le bon modèle. Donc on a fait monter des gens qui étaient chez nous en tant que game master classique. Ils sont montés en manager, puis après responsables en fait de site. Et ça nous permet, comme je t'ai expliqué quand on était chez moi dans le bureau, avec JB, mon associé, de se détacher de tout ça et faire les fonctions support. Donc on aide à faire du marketing en commun sur toutes les boîtes, du commercial, et nous, ça nous permet par rapport à d'autres établissements qui ont soit un seul établissement ou un petit établissement de prendre le recul pour avoir la force de frappe, de gérer les campagnes Google Ads, faire la com, faire des relations presse, tu vois, faire tout ce qui fait que là on est bon normalement. Et du coup, les gens qui sont game master maintenant, en fait, ils sont meilleurs que moi aussi sur l'opérationnel. Tu vois. Ça veut pas dire que j'y vais plus, mais je préfère rendre des gens autonomes et qui soient bons sur la gestion opérationnelle du point. Donc tu as pris énormément de recul par rapport aux problèmes du quotidien et ça te permet de déstresser, d'avoir moins de pression, de voir plus clair. C'est ça. Et si tu fais pas ton paddle, c'est une course de fond, c'est un marathon. Ça fait 10 ans qu'on fait ça avec mon associé. Si on prend pas cette soupape et qu'on ralentit le rythme, tu disais au début, avec ton fils et tout aussi. Il y a ça. Et aussi au début, on faisait 90 heures semaine parce qu'il n'y avait pas d'employés. Mais ça, c'est tenable une année ou deux si tu veux charbonner pour faire une petite il faut faire attention quand même. Faut faire attention parce que ça, tu le tiens 1 an, 2 ans, mais c'est pas tenable sur la durée, quoi. Et c'est un marathon. Moi, je dis toujours, c'est marrant que tu utilises ça. On parle de marathon d'ailleurs. Mais je dis toujours l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc j'en ai pas fait un vrai, mais je pense que là, on est sur un vrai d'entrepreneuriat. Un marathon pendant 20 ans, en fait, c'est ça le problème. Ok, super. Bon, allez, let's go. On passe aux questions avec la tablette parce qu'on t'a préparé un petit truc. Je pense que tu vas kiffer. Là, c'est plus sur toi personnellement en tant que personne. Ça va être J'ai hâte. Impeccable. Ok, donc pour cette dernière partie, je t'explique. J'ai l'iPad qui est juste ici. Sur cet iPad, il y a des mots qui sont organisés. Tu vas voir, c'est des mots-clés qui veulent dire quelque chose, qui rappellent un moment passé de ta vie. Et le but, c'est que tu cliques, donc il y en a 6. À chaque fois que tu cliques, n'oublie pas de nous annoncer le mot choisi. Et tu nous expliques ce qu'est cette image, qu'est-ce que ça représente pour toi. Et après, tu nous expliques ce que tu as envie de nous expliquer, ce que ça te fait ressentir. Donc voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer par ballon. Ballon. Très belle photo, donc j'ai joué au foot dès l'âge de 6 ans grâce à mon père qui lui a joué professionnel au Maroc. Il a joué au WAC de Casablanca, donc bien meilleur que moi lui. Il courait moins, au moins je courais, tu vois, tu l'as vu au paddle. Donc bien moins bon que lui, mais du coup il m'a transmis la passion et j'ai adoré ces moments parce qu'il m'a suivi sur toutes ces années-là, quoi. Dès l'âge de 6 ans, il était toujours à fond derrière moi, derrière les terrains, derrière la main courante, même sur des terrains, et là vous allez voir la photo, c'est un sacré beau terrain, un beau champ de patates comme on les aime bien. Et c'est des gros moments. Et j'ai joué dans un club aussi où ça m'a appris la mixité sociale. Parce qu'en fait, on avait un club qui était en entente entre 2 villes. Donc moi, j'ai habité à Périgueux, en Dordogne. Et il y avait une partie de l'équipe qui était issue de quartier. Et donc principalement, on avait beaucoup de Maghrébins, de gens de la communauté africaine et des campagnards, puisque c'était aussi un club de campagne. Et donc du coup, pendant toute mon adolescence, il y avait ce mix improbable de gars de cité avec des campagnards et ça marchait, ça matchait trop bien, quoi. On a eu des petits résultats au niveau départemental, rien de fou, mais j'ai des très bons souvenirs de cette époque. Le foot, ça t'a forgé un peu aussi mentalement. Notamment parce que je déteste perdre. Ça a été un gros truc. C'est-à-dire que je lâcherai rien. Donc après, j'ai la défaite, je pense que je l'accepte, tu vois, et je remettrai jamais en question quelqu'un qui est meilleur que moi. Mais ça m'a arrivé à ces époques-là de pleurer parce que je me rendais compte que j'étais pas assez bon, quoi. Donc ça m'a forgé à tout niveau, ça. J'ai fait de 6 ans jusqu'à j'ai arrêté il y a 2 ans. Ça veut dire que jusqu'à 35 ans, tu vois. Même à Bordeaux, j'ai fait du foot loisir, foot d'entreprise en gros. Et même la dernière année, on a joué contre une équipe qui était composée d'anciens joueurs pro. Il y avait encore Plasil, Chalmé, Paul Bays, tu vois. Et donc il y avait encore un petit niveau, tu vois, ça jouait bien. Et bon là après, il y a une histoire de Cannes aussi, tu connais le foot. À un moment donné, passer 35 ans, il y a un moment donné, je préfère le paddle. Il y a moins de distance à couvrir. Alors, on est allé sur le ballon. Tiens, j'ai parlé d'Ordon, il y était. On va faire Tanger.
Donc là, une belle photo de moi en mode douanier, avec une belle casquette de douanier marocain. Et donc Tanger, pourquoi Tanger? On a passé énormément de temps au Maroc, donc moi je suis franco-marocain. Donc on est en France, mon père est marocain, il est arrivé en France à une vingtaine d'années, il a fait ses études donc au Maroc. Et il est arrivé tout seul en traversant la Méditerranée pour poursuivre ses études. Il a eu une sacrée paire d'œufs parce qu'il fallait quand même tout seul dans une grande famille être le premier comme ça à s'expatrier. Et du coup, j'ai des très bons souvenirs du Maroc. J'ai aussi des souvenirs un peu de tristesse parce que je voyais aussi le décalage entre la vie qu'on pouvait mener en France et celle de mes cousins, qui du coup, même si moi, issu d'une famille classe moyenne moins, j'ai eu quand même déjà une enfance terrible par rapport à ce qu'ont pu avoir mes cousins avec très peu de moyens. Donc je sais qu'à chaque fois, ça me faisait du bien de retourner au Maroc aussi pour me reprendre la petite claque, tu vois, de voir des gens en fait qui ont rien et ils gueulent pas quoi. Donc j'ai adoré y aller quasiment tous les ans. On n'était pas de Tanger mais de Casablanca, mais Tanger c'était le port d'arrivée à chaque fois. Parce qu'on prenait voiture, traverser de l'Espagne en BX, je me rappelle les sacrés souvenirs, et faire la traversée en bateau et arriver après au Maroc. Et malheureusement avec les dernières années, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner très souvent, mais c'est un bon clin d'œil parce qu'on vient de fêter les 70 ans de mon papa et on lui a organisé une bête de cérémonie avec tout un décorum marocain. On a fait venir un orchestre, on a remercié toutes ces années-là de mon petit papa. Ton père, c'est une inspiration pour toi? Ouais, de fou. Il s'en rend pas compte, mais il m'a poussé de dingue pour l'école parce que lui, il est issu d'une famille d'analphabètes. Donc lui, il s'en est sorti par les études. Donc il pouvait pas concevoir d'arriver en France et que ses enfants ne soient pas bons à l'école. C'était impossible. Et à la période où tous, on a plus envie d'aller faire du foot, aller voir les filles, etc. En fait, l'école, c'est sûr que c'est pas une priorité à ce moment-là. Et je suis content qu'il m'ait poussé sans être trop dur, mais suffisamment pour que je m'y préoccupe à fond de ça. Et il m'a mis face à mes responsabilités, de savoir ce que je voulais faire dans la vie. J'ai commencé à lui dire un truc. Je dis, voilà le parcours, moi je te l'ai indiqué, mais c'est à toi de le faire, quoi. Il m'a poussé à faire classe prépa grâce à lui. Et après, j'ai fait école de commerce et le parcours entrepreneurial, je peux le faire parce que j'ai tout ce background derrière, quoi. Plus compliqué si je m'étais pas bougé à l'école, quoi. Ok, donc t'estimes quand même que ton parcours scolaire t'a aidé dans ta carrière d'entrepreneur? Oui, pas forcément pour ce que j'en ai appris, mais pour le savoir-être et les connexions que ça a pu me créer pour le réseau, ouais, clairement. Comme école de commerce, Lycéenne Business School, une des... il y a 30 écoles, ça doit être dans le top 10, mais tu vois, top 10, c'est pas incroyable. Mais par contre, on a eu un gros réseau et après, forcément, c'est des gens qui vont au bout de 10 ans partout dans plein de boîtes. Donc si jamais tu veux monter des choses, tu as des facilités à contacter quelqu'un, à mettre en relation avec quelqu'un. Ça fera pas tout et par contre, ça te apprend aussi à penser différemment. Sur les cours en soi, c'est sûr que c'est pas, mon avis, tu peux t'en passer. C'est possible aujourd'hui. Alors peut-être pas à l'époque, tu vois. Déjà, moi, ça fait 10 ans que je suis sorti de l'école, même plus. Mais aujourd'hui, je pense que vous créez du contenu. Je pense que tu as du contenu très qualitatif sur Internet sans forcément être obligé de passer par une école. À l'époque où toi, je pense moins. Études, tu vois, les MOOC, ça naissait, c'était des trucs tout flingués. Tu avais 3-4 PowerPoint qui se battaient en ligne et puis tu vois, tu n'avais pas vraiment de chaîne YouTube de vulgarisation. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le parcours école de commerce, il n'est pas automatique, tu vois. Je dirais pas. On connaît des gens là qui sont déjà en start-up, la case école, ils l'ont sauté, ils vont réussir, tu vois, il n'y a pas besoin de ça. moins nécessaire qu'à l'époque. En fait. Les outils, tu peux apprendre de toi-même vachement plus facilement. Donc je dis pas l'enseignement était pas nul, mais on a eu de l'enseignement, mais presque là où j'ai pas mal appris aussi, c'est le côté associatif, tu vois. Pendant les 4-5 ans, on t'oblige à faire des assos humanitaires, des assos de sport, etc. Donc tu fais un peu du micro-entrepreneur. Donc tu vois, tu t'essayes un petit peu, tu as des petits budgets, tu commences à faire des trucs. Alors c'est à petite échelle, mais déjà, tu vois, tu mets la main là-dessus. Tu t'es déjà dit à ce moment-là, vas-y, moi quand j'ai fini l'école de commerce, je pars entrepreneur. Ah ouais, c'était sûr. On a entrepris direct après même pendant. En fait, avant ma dernière année, on avait déjà lancé la boîte depuis 4-5 mois. Donc j'avais monté une start-up qui existe toujours, je suis assez content de ça d'ailleurs, qu'elle soit pas morte, qui s'appelle YouPeak et qui est un réseau social professionnel pour les étudiants et jeunes diplômés. C'était la période où il y avait encore Viadeo. Je sais pas si vous vous rappelez de cette plateforme concurrente de LinkedIn, c'était la version française. Vous vous rappelez de ça? Et du coup, nous à l'époque, il y avait un trou dans la raquette, c'est-à-dire que LinkedIn c'était orienté vraiment CSP+ cadre et il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui s'intéressaient aux étudiants et jeunes diplômés. Donc on s'est engouffré là-dedans, on a levé un peu de fonds, on a fait vraiment le truc start-up, on a fini dans une pépinière à Paris. J'avais bien aimé, mais honnêtement, je préfère vraiment la partie ici physique, tu vois. Je suis un peu traumatisé quand même de l'univers start-up parce que en venant un peu de province comme ça, quand on est arrivé à Paris, c'était la grande mode du lean management, tous les mots en anglais et tout. Mais en fait, mais tu mettais de tout. Alors on sortait d'époque des MVP. En fait, les mecs ils parlaient anglais, quoi. Je sais, mais en fait, c'est dans quel monde de fou on est arrivé. Une dizaine d'années, c'était vraiment l'âge d'or, je pense. C'était l'âge d'or. Tout le monde ne jure que par ça. Exactement. Et nous, on était l'une des seules boîtes de notre pépinière, je me rappelle. On était rentable où on faisait au moins du chiffre d'affaires. Les mecs, ils hallucinaient. Les mecs jouaient au ping-pong, ils disaient mais vous faites quoi? Et ça, vous faites du chiffre d'affaires. Non mais tu vois, donc on était sur un écosystème très particulier et l'erreur qu'on a faite, c'est de se lancer en plus dans un milieu, le monde des ressources humaines qu'on connaissait pas du tout. Donc on vendait notre solution en gros au DRH et là, mec, quand tu sors d'école de commerce, on t'a dit que t'es là, t'es l'élite. Il a fallu aller se manger des portes à la Défense pour essayer de rencontrer les DRH de L'Oréal de machin. Mais sauf quand tu l'appelles, DRH de L'Oréal, t'es qui? Te répond jamais. Donc il a fallu se faire la main comme vous le faites sur le commercial. Donc en fait, on a appris plein de trucs, mais en venant d'école de commerce, on pensait que ça serait beaucoup plus facile et on a pris une sacrée claque en sortie. Donc, très formateur. Très formateur. Ouais. Okay. Tout ça pour une casquette de douanier. Putain, on est allé loin. C'est intéressant, c'est le but de la table
tablette, hein, c'est le but du... Ensuite, c'est les JO, on va partir sur les Olympiades. Ok, ça y est, parce que j'ai eu un petit doute. Donc là, on est sur toujours mon club de foot de la ville de Champsevinel, incroyable nom, à côté de Périgueux, où on avait fait un échange et une compétition de foot en Italie. Et on avait fait une sacrée épopée, puisqu'on était arrivé, je crois, jusqu'en demi-finale, avec plein de clubs et de nationalités. Donc c'est ce que je disais sur la partie vraiment mix. Et le problème du coup de cette photo, c'est que justement, il avait fallu financer le voyage par nos propres fonds. Et sur la photo, il n'y a pas tous les copains de la partie quartier, entre guillemets, qui n'avaient pas pu venir à ce côté-là. C'est l'une des premières grosses expériences de petite vie à l'étranger, tu vois, sans les parents. Et du coup, ça m'a bien forgé sur le goût du voyage, puisqu'après, pendant les études de l'école de commerce, j'ai fait un semestre à l'étranger, l'université de Laval, au Canada, à Québec. Ça m'avait bien donné envie à cette époque-là, quand j'avais vu un petit peu hors de France, parce que je faisais beaucoup Maroc, mais pas forcément les autres pays. Et ça m'avait bien donné envie de voyager, là, cette petite épopée. Et il reste Bar-en-Ouche. Ok. C'est pour le côté Bretagne, breton, parce qu'il faut savoir que je suis moitié marocain, moitié breton. Ah, ok. Breton normand. Mais du côté de ma mère, il y a beaucoup de familles en Bretagne et Normandie. Et du coup, on passait aussi pas mal de temps en vacances chez un membre de la famille qui avait une ferme, une grosse exploitation avec des chèvres. Et c'est là que je me suis dit que je ferais jamais agriculteur, parce que je l'avais vu se lever à 5h du matin, nourrir toutes ses chèvres, enchaîner avec le marché. Il avait des arbres fruitiers. Enfin, en gros, j'ai dit, mais sa vie, c'est dur. C'est très très dur. Et on est content d'être ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, passionné, mais on parle de métiers souvent qui sont durs en charge mentale, mais là, tu as la vraie charge du physique et tu vois les doigts, comment il est marqué et tout. Tu dis, ouais, non, ça. Donc c'est des bons souvenirs, mais à la fois en mode, il y a une partie des choses où tu commences à percuter, de te dire, il y a des métiers ou des moments de vie que tu as envie d'éviter, quoi. Mais des très bons souvenirs. Et le petit dernier Et le petit dernier, Dordogne. Ouais, par le sport toujours, en fait, j'aimais beaucoup faire ce qu'on appelait des raids d'aventure, et la région Dordogne s'y prête beaucoup. Donc tu avais des petites compètes comme ça, avec courses d'orientation, vélo, natation, en mode en équipe. Et donc c'était souvent 2 ou 3 personnes dans l'équipe. Et l'idée, c'était de jamais lâcher ton pote, et même si ton pote, il est pas bon vélo et toi, t'es meilleur en course, à chaque fois, les 3, il fallait passer plusieurs jours, aller de point A en point B, récolter des indices, faire un mini escape game finalement à l'époque, et un peu de course d'orientation. Donc c'était des beaux moments. J'ai dû le faire 3-4 fois, 3-4 années d'affilée. J'avais beaucoup aimé. Et encore une fois, le côté compète. Ouais, ça revient beaucoup quand même. Ça revient beaucoup. Sport, compétition et créativité, qui au final, c'est les piliers pour moi du lieu dans lequel on est, par exemple. Tu vois. Sport, compète, créativité. Mais tu sais, les gens souvent compétitivité ou compétiteur, moi souvent quand on faisait ça, moi ça me blessait un peu quand les gens me disaient t'es un compétiteur, t'es un mauvais perdant, machin. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est une école d'humilité de fou en fait. C'est juste que moi, à chaque fois, je veux au moins aller me confronter pour savoir où je suis. T'as plein de gens qui vont me dire ouais, mais du coup, toi moi j'aime pas la compète. Donc en fait, du coup, t'aimes pas te jauger, quoi. C'est-à-dire que t'as peur ou tu veux même pas le faire. Tu veux pas savoir si t'es là ou là. Et tu te dis pas, je vais progresser aussi surtout. Voilà, c'est ça. C'est ça le pire, c'est que tu n'essayes pas de progresser. Et tu n'as pas ton étalon, quoi. Moi, je sais que là, il y a des fois, on est tombé sur des brutes. Bah bien sûr, il y a des mecs qui s'entraînent au vélo, machin. Mais au moins, tu sais, ok, je vois ça. Je suis à ce niveau-là. Il y a des mecs qui font 2 fois mieux que moi. Ça te remet un petit coup à chaque fois. C'est des petites doses d'humilité que tu prends en petite dose, là, un petit cachet. Donc c'est super intéressant. Et puis ça te forge un mental pour l'entrepreneuriat. Franchement, le fait de faire des erreurs et de toujours essayer d'apprendre et de rien lâcher. On parlait du moment où tu es à 2 doigts d'arrêter et puis c'est là que ça pète. Bah c'est que des trucs comme ça qui te forgent à ça. C'est clair. Bon bah voilà. Bah, merci pour le déterrage d'archives. Je vois qu'il y a eu beaucoup de photos prises chez mes parents, je pense, parce que c'est encore des photos papier que j'avais pas vues depuis un grand moment. Donc très cool, très belle surprise. Merci les gars. Merci Mourad. Des très belles photos. Je t'embrasse. Mais ouais, c'était un bon moment. J'espère que ça t'a fait remémorer quelques bons souvenirs. Carrément, surtout des photos que j'avais pas vues depuis très très longtemps. Merci les gars. Avec plaisir. Bon Tarek, merci beaucoup pour cette journée. Merci à toi pour les surprises aussi. Ça fait vraiment kiffer. J'ai passé un très bon moment parce que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas, que je connaissais en tant que consommateur, comme les personnes qui vont aux escape games s'amuser. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo et je te l'ai répété à plusieurs reprises, pour moi c'était un peu le centre aéré et je réfléchissais pas vraiment à comment c'était géré derrière. Donc voir qu'il y avait une réelle structure, toute une réflexion, une charge salariale, des loyers très élevés. Enfin bref, en gros ça m'a un peu mis, comme tu disais tout à l'heure, une petite claque derrière la tête, leçon d'humilité. C'est pas parce que tu vois une devanture un peu sympa, centre de loisirs, dynamique, jeu, etc. que c'est géré de la même manière que ce qui en ressort pour le client. Donc merci beaucoup pour cette découverte, merci pour ta gentillesse et ton amabilité. Et puis merci à toi. Je te laisse le petit mot de la fin. Carrément, déjà plaisir partagé. On a passé un super moment, j'ai adoré les questions, c'était pas scripté, tu vois, on est passé du coq à l'âne, mais on a parlé de pas mal de choses. Très intéressant et merci pour l'opportunité de montrer un peu les coulisses et l'envers d'un décor qui est peu visité. Tu vois, le loisir, finalement, c'est pas si sexy que ça. C'est sexy pour les clients, mais en gros, le jeu, comme on disait, c'est sérieux. Donc en fait, il y a des vrais businessmen, des vrais business derrière. C'est clair. Donc merci d'avoir mis la lumière là-dessus. Ouais, bah merci beaucoup. Puis la revanche au paddle quand tu veux. À la prochaine. À la prochaine, merci. Merci les gars.